Sur le grand paquebot, qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Les passagers embarqués, escortés d'une foule d'amis. Des porteurs de télégrammes, la casquette sur l'oreille, jetaient des noms à travers les salons. On amenait des malles et des fleurs, des enfants curieux couraient du haut en bas du navire, pendant que l'orchestre accompagnait imperturbablement ce grand spectacle sur le pont. Un peu à l'écart du mouvement, je m'entretenais avec un ami sur le pont promenade lorsque 2 ou 3 éclairs jaillirent tout près de nous. Apparemment, un personnage de marque que les reporters interviewaient et photographiaient encore juste avant le départ. Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit. « Vous avez à bord un oiseau rare, Zentovich. » Et comme je n'avais pas vraiment l'air de comprendre ce qu'il voulait dire, il ajouta en guise d'explication « Mirko Zentovich, le champion mondial des échecs. Il a traversé les États-Unis d'est en ouest, sortant vainqueur de tous les tournois, et maintenant il s'en va cueillir de nouveaux lauriers en Argentine. » Je me souvins alors de ce jeune champion et de quelques particularités de sa fulgurante carrière. Mon ami, qui lisait les journaux mieux que moi, compléta mes souvenirs d'une quantité d'anecdotes. Il y avait environ 1 an, Zentovich était devenu tout d'un coup l'égal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier, comme Aliekin, Capablanca, Tartakover, Lasker ou Bogolyubov. Depuis qu'en 1922, Rzewski, le jeune prodige de 7 ans, s'était distingué au tournoi de New York, on n'avait vu personne d'aussi obscur attirer avec autant d'éclat l'attention du monde sur l'illustre confrérie des joueurs d'échecs. Car les facultés intellectuelles de Zentovich n'eussent permis en aucune façon de lui prédire un brillant avenir. D'abord tenu secret, le bruit courut bientôt que ce champion était incapable en privé d'écrire une phrase, même dans sa propre langue, sans faire des fautes d'orthographe, et que, selon la raillerie d'un partenaire rageur, son inculture dans tous les domaines était universelle. Zentovich était le fils d'un misérable batelier slave du Danube, dont la toute petite embarcation fut coulée une nuit par un vapeur chargé de blé. Son père mourut. L'enfant, qui avait alors 12 ans, fut recueilli par le charitable curé de son village, et l'excellent prêtre s'efforça honnêtement de faire répéter à ce garçon au large front, apathique et taciturne, les leçons qu'il n'arrivait pas à retenir à l'école. Mais ses tentatives demeurèrent vaines. Mirko fixait d'un œil vide les caractères d'écriture qu'on lui avait déjà expliqués 100 fois. Son cerveau fonctionnant avec effort était impuissant à s'assimiler aucune des notions les plus élémentaires. À 14 ans, il s'aidait encore de ses doigts pour compter, et quelques années après, il ne lisait encore un livre ou un journal qu'au prix des plus grands efforts. On eût pu dire cependant qu'il y mettait de la mauvaise volonté ou de l'entêtement. Il faisait avec docilité ce qu'on lui ordonnait, porter l'eau, fendait le bois, travailler au champ, nettoyer la cuisine. Bref, il rendait consciencieusement, bien qu'avec une lenteur exaspérante, tous les services qu'on lui demandait. Mais ce qui chagrinait surtout le bon curé, c'était l'indifférence totale de son bizarre protégé. Il n'entreprenait rien de son propre chef, ne posait jamais une question, ne jouait pas avec les garçons de son âge et ne s'occupait jamais spontanément si on ne lui demandait rien. Sitôt sa besogne finie, on voyait Mirko s'asseoir quelque part dans la chambre, avec cet air absent et vague des moutons au pâturage, sans prendre le moindre intérêt à ce qui se passait autour de lui. Le soir, le curé, allumant sa longue pipe rustique, faisait avec le maréchal des logis ses 3 parties d'échecs quotidiennes. L'adolescent approchait alors de la table sa tignasse blonde et fixait en silence l'échiquier, avec des yeux qu'on croyait endormis et indifférents sous leurs lourdes paupières. Un soir d'hiver, tandis que les 2 partenaires étaient plongés dans leur jeu, on entendit tinter de plus en plus près les clochettes d'un traîneau qui glissait à fond de train dans la rue. Un paysan, la casquette blanche de neige, entra précipitamment, demandant au prêtre s'il pouvait venir sur le champ administrer l'extrême onction à sa vieille mère qui se mourait. Le curé le suivit sans tarder. Le maréchal des logis, qui n'avait pas encore vidé son verre de bière, ralluma encore une dernière pipe et se mit en devoir de renfiler ses lourdes bottes pour s'en aller, lorsqu'il s'aperçut tout à coup que le regard de Mirko restait obstinément fixé sur l'échiquier
et la partie commençait. « Eh bien, veux-tu la finir ?» dit-il en plaisantant, car il était persuadé que le jeune endormi ne saurait pas déplacer un seul pion correctement sur l'échiquier. Le garçon leva timidement la tête, fit signe que oui, et s'assit à la place du curé. En 14 coups, voilà le maréchal des logis battu, et en plus, obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même. « Mais c'est l'âne de Balaam !» s'écria l'ecclésiastique stupéfait lorsqu'il rentra. Et il expliqua au maréchal des logis, moins versé que lui dans les Écritures, comment, 2000 ans auparavant, semblable miracle s'était produit, une créature muette ayant soudain prononcé des paroles pleines de sagesse. Malgré l'heure avancée, le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit lui aussi, aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable, et ne relevait jamais son large front penché sur l'échiquier. Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable. Ni le maréchal des logis, ni le curé ne parvinrent, les jours suivants, à gagner une seule partie contre lui. Le prêtre, qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d'autres domaines, devint extrêmement curieux de savoir si ce don singulier se confirmerait face à des adversaires plus sérieux. Il conduisit Mirko chez le barbier du village, fit tailler sa tignasse couleur de paille pour le rendre plus présentable. Après quoi, il l'emmena en traîneau à la petite ville voisine. Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés, plus forts que lui, et toujours attablés dans un coin du café de la Grand Place. Quand le curé entra, poussant devant lui ce garçon de 15 ans aux cheveux blonds, aux joues rouges, les épaules couvertes d'une peau de mouton retournée et chaussé de grosses bottes lourdes, les habitués ouvrirent de grands yeux. Le jeune gars resta planté là, le regard timidement baissé, jusqu'à ce qu'on l'appelât à l'une des tables d'échecs. Il perdit la première partie, n'ayant jamais vu son excellent protecteur pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne. La seconde fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la société, et dès la troisième et la quatrième, il les battait tous l'un après l'autre. C'est ainsi qu'une petite ville de province yougoslave fut le théâtre d'un événement des plus palpitants, et que ces notables au grand complet assistèrent au début sensationnel de ce champion villageois. À l'unanimité, on décida de retenir en ville le jeune prodige jusqu'au lendemain, pour pouvoir informer de sa présence les autres membres du club, et surtout pour prévenir dans son château le vieux comte Simzic, un fanatique du jeu d'échecs. Le curé, qui regardait son pupille avec une fierté toute nouvelle, ne pouvait cependant pas, malgré la joie de cette découverte, négliger ses devoirs dominicaux. Il se déclara prêt à laisser Mirko à ces messieurs, pour qu'il fît mieux encore ses preuves. Le jeune Zentovic fut alors installé à l'hôtel, aux frais des joueurs, et il vit ce soir-là pour la première fois de sa vie un cabinet muni d'une chasse d'eau. Le dimanche après-midi suivant, dans une salle comble, Mirko demeura assis sans bouger 4 heures durant devant l'échiquier, et sans prononcer une parole, sans même lever les yeux, il vainquit tous ses adversaires. Quelqu'un proposa une partie simultanée. On eut 1000 peines à expliquer au rusto qu'on entendait par là le faire jouer seul contre plusieurs partenaires. Mais sitôt que Mirko eut compris le principe, il s'exécuta sans retard, alla lentement d'une table à l'autre, en faisant craquer ses gros souliers, et pour finir, gagna 7 parties sur les 8. Alors commencèrent de longues délibérations. Bien que le nouveau champion ne fût pas un ressortissant de la ville au sens étroit du mot, l'esprit de clocher se réveilla très fort. Qui sait si la petite localité, dont l'existence était à peine relevée sur la carte, n'allait pas s'illustrer pour la première fois en donnant au monde un homme célèbre. Un impresario nommé Keller, qui s'occupait d'habitude seulement de fournir des chansons et des chanteuses au cabaret de la garnison, s'offrit à conduire le jeune phénomène à Vienne, chez un maître remarquable, disait-il, qui achèverait de l'initier à son art. Il fallait seulement que l'on voulût bien pourvoir aux frais d'un an de séjour dans la capitale. Le comte Simzic, qui, en 60 ans de pratique quotidienne, n'avait jamais rencontré d'adversaire aussi étonnant, signa un chèque sur le champ. Ainsi commença l'extraordinaire carrière de ce fils de batelier.